Les objectifs aujourd'hui, donc, ça va être vraiment un survol là, sur le langage de programmation, mais on va tout de même apprendre à programmer, voir les bases de programmation avec en analysant des données. Puis je vais vous montrer un petit peu à la fin là, un bref survol là, pour utiliser R dans les graphes de calcul pour ceux qui veulent déjà commencer à s'initier. Donc, le langage R, en fait, c'est un langage qui dérive du langage S. Le langage S qui était spécialisé pour les statistiques, qui a été développé dans les années 70, donc ça fait quand même un petit bout de ça. Puis qui a donné naissance dans les années 90 au R. R a permis de bonifier le langage S, là, autant au niveau de la manipulation de données, la réalisation de calculs, préparation de graphiques, donc tous des éléments qui sont caractéristiques là, du langage R. Puis aussi, le langage R, c'est vraiment un langage qu'on dit interdisciplinaire et extensible, dans le sens que il va avoir énormément, là, plus de 10 000 extensions, là, des packages qu'on appelle, qui peuvent être utilisés là, en plus des fonctions de base qu'on retrouve dans R. Donc, c'est vraiment un langage qui est utilisé là, en sciences, pour toutes les sciences. Donc, ça va ajouter les approches statistiques, entre autres, là, dépendamment de vos disciplines de recherche. Donc, par exemple, là, j'en cite juste quelques-uns, là, mais vous pourriez trouver des extensions pour analyser des images, des systèmes d'information géographique, la génétique des populations, voilà. R, c'est un langage gratuit. Bon, pour travailler avec R, on a un environnement de développement intégré, un IDE qui s'appelle RStudio. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, j'ai mis ici un petit écran qui représente le RStudio. On ne va pas travailler avec aujourd'hui, mais je voulais simplement vous le présenter. Vous pouvez écrire votre code, inspecter des variables, visualiser des graphiques comme en bas à droite. C'est vraiment un environnement là, pour travailler avec R qui est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez aller voir pour vous initier. Sinon, simplement ici, c'est les données, ça s'appelle les données SAFI, Studying African Farmer-Led Irrigation. Donc, c'est un projet de recherche qui a regardé des méthodes d'agriculture et d'irrigation en Tanzanie puis en Mozambique. Donc, ça va être des données qui ont recueilli une étude qui ont recueilli des données qui sont en lien avec le matériel de construction, le nombre de personnes qui habitent dans les maisons, les différentes pratiques d'agriculture et d'usage d'eau. Donc, ici, on va y revenir dans les prochains notebooks, mais je vais simplement aller chercher les données, je vais les mettre dans ma variable et je vais simplement vous les montrer pour voir une idée, mais on va revenir dans les prochaines notebooks. Donc, simplement pour vous montrer un peu, là, je suis allée afficher les premières colonnes. Donc, les premières lignes, donc on voit les différentes données qu'on a. Donc, le nom des villages, les dates d'entrevue, le nombre d'années qu'ils ont vécu dans les maisons. Donc, c'est un peu avec ces données-là qu'on va travailler aujourd'hui. On va faire nos graphiques, puis on va voir un peu l'analyse de données. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre avec les bases du langage R. Donc, on va voir les expressions en ligne de commande, comment affecter une valeur à une variable, la convention pour les noms d'objets, les types de données et les structures de données. Donc, on va tout voir ça. Une commande en R va être soit une expression, soit une affectation. Donc, une expression, ça va être évalué immédiatement.
puis le résultat va être affiché à l'écran. Donc, peu importe votre outil que vous utilisez R, si vous appuyez sur Enter, comme ici j'ai 2 plus 3, ça c'est mon expression, donc en appuyant sur Enter, en activant ma commande, le résultat s'affiche à l'écran. On peut aussi enregistrer notre expression dans une variable, c'est ce qu'on appelle une affectation. OK? Donc, en R, il y a 2 signes qui sont acceptés pour effectuer une affectation. Il y a le égal et il y a aussi le signe plus petit que avec un trait. On voit beaucoup le signe plus petit que avec le trait. Ici, dans la présentation, je vais y aller avec le égal, c'est plus simple. Mais les deux sont acceptés. Donc ici, une affectation, je vais enregistrer mon résultat dans un objet, une variable. Puis, je vais lancer ma commande. Il n'y a rien qui va s'afficher parce que mon résultat, il est dans ma variable. Si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma variable, je vais utiliser la fonction print. Donc, la première fonction qu'on voit aujourd'hui, la fonction print. Donc, je vais avoir mon résultat ici, qu'est-ce qui était sauvegardé dans ma variable. Pour les variables, il y a beaucoup de conventions là, pour les noms. Donc, plusieurs petites choses à soutenir, là, c'est pour respecter les règles. Donc, on doit commencer par une lettre minuscule et on doit, après, si on veut avoir, on a plusieurs mots, on doit séparer avec un trait de soulignement. Puis, on doit seulement utiliser des lettres minuscules, le trait de soulignement ou des chiffres. Puis, on ne peut pas commencer par un chiffre. Donc, aussi, il faut savoir que R est sensible à la case. Donc, les 3 variables ici sont différentes. Donc, il faut faire attention. Puis aussi, il faut faire attention aux mots qui sont déjà utilisés pour des noms quelconques là, de fonctions ou tout ça dans le R. Donc, on les apprend au fur et à mesure, ceux-là. Donc ici, la première variable Astro va être valide, mais je vais avoir une erreur pour la deuxième. Là, il va me dire, souvent quand on fait des erreurs, on va avoir des messages d'erreur comme ça. C'est important de les lire, puis de ne pas paniquer. Souvent, il y a un message, puis on va pouvoir se corriger. Sinon, pour en ce qui a trait les types de données. Donc, dans le langage R, il y a 6 types de données. Il y a seulement le type raw qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui est pour les données binaires, donc les séquences d'octets, on ne verra pas. Sinon, le premier type de données, c'est les caractères, donc c'est pour sauvegarder des données avec les mots, tout ça. Il y a le type numérique pour les nombres entiers, les nombres à virgule. Il y a, pour les nombres entiers, c'est les integers, donc on ajoute un L après le chiffre pour l'identifier comme étant un integer. Il y a aussi les booléens, les true-false, qui sont très utiles dans la programmation. Et il y a aussi les types complexes qui vont avoir une variable imaginaire, là, comme j'ai représenté ici. Donc, ici, on a 3 exemples là, de types de données. Donc, on a un type de données caractère en haut. On a un type integer, là, et le Y est de type integer, et on a un booléen. Ça, c'est pour les types de données. Donc, les types de données peuvent être intégrés dans différentes structures. Donc, on a le vecteur atomique, on a les listes, on a les matrices, les data frames et les factors. Les facteurs, on ne les verra pas aujourd'hui, mais sachez que c'est pour des valeurs catégorielles comme masculin, féminin, type sanguin, tout ça. Donc, c'est pour un type spécifique. Donc, on a 2 types de vecteurs, comme je disais. Il y a les vecteurs atomiques. Les vecteurs atomiques, eux, question de spécial, c'est qu'on peut enregistrer seulement un seul type à l'intérieur. Donc, c'est soit caractère, soit logique, soit integer, soit numérique. On ne peut pas les mélanger. Les listes, par contre, eux, on peut mélanger les types à l'intérieur. Donc, comment on va créer un vecteur?
Donc, on peut créer le vecteur en utilisant la fonction combine avec le petit c minuscule. Donc, simplement, entre deux parenthèses, on va créer notre vecteur nombre 1. Donc, nombre 1 va contenir un vecteur avec les valeurs de 0, 1, 2 et 3. Donc, si je vais utiliser encore une fois ma fonction print, je vais aller imprimer le contenu de ma variable nombre 1. Puis aussi, la deuxième ligne, je peux, avec R, aller chercher un élément dans une position spécifique. Donc, en R, on commence à compter à 1. Donc, l'élément 1, c'est 0, l'élément 2, c'est 1, l'élément 3, c'est 2, l'élément 4, ça va être 3. Donc, si je demande d'aller rechercher l'élément 2, on devrait me retourner, oups, c'est ça, j'ai important. Dans les notebooks, il faut activer les cellules si on veut qu'elles soient exécutées. Donc, nous avons bien le chiffre 1 là, à la position numéro 2. Donc, voici comment on va aller chercher nos valeurs dans le vecteur. OK? On peut aussi créer des vecteurs de différentes façons. Il y a vraiment plusieurs façons. Une autre ici, c'est de utiliser des séquences de nombres. Donc, ici, en utilisant la fonction sec avec le chiffre 10 à l'intérieur, je vais aller créer un vecteur avec les nombres 1 à 10. Je peux aussi ajouter le paramètre by égale 0,1. Comme ça, je vais aller créer un vecteur avec les nombres de 1 à 10, mais avec des sauts de 0,1. Donc, voici à quoi ça va ressembler. Donc, il y a toutes sortes de façons de créer nos vecteurs. Il y a aussi plusieurs fonctions pour aller examiner nos vecteurs ou autres objets. Ici, j'en ai mis quelques-unes. Donc, il y a la fonction class qui va nous dire c'est quoi le type de l'objet. Type A va nous donner c'est quoi le type de données. Len va nous dire quelle est la longueur de mon vecteur. Donc, si on va voir ici la fonction typeOf sur notre variable nombre 3, notre vecteur nombre 3, on va nous dire, OK, ben, c'est des éléments de type double qu'il y a à l'intérieur. On peut aller voir la longueur, 91. Donc, il y a plein de fonctions dans R qu'on peut utiliser pour avoir de l'information sur nos vecteurs. Pour les listes, donc, contrairement aux vecteurs, les listes ne sont pas restreintes à un seul mode. Donc, ici, comme vous pouvez voir, là, j'ai créé ma liste avec la fonction liste. Puis, il y a des différents éléments représentent différents types. Donc, les listes nous permettent ça. Et si je vais imprimer ma liste, je vais aller voir mes 4 éléments qui vont être affichés. Ici, à l'aide d'un vecteur, donc je peux indiquer un vecteur en crochet. Donc, j'ai le vecteur 1, 2. Ça va me permettre d'aller chercher les 2 premiers éléments de ma liste. Donc, on a le 1 et on a le A. On va poursuivre avec les tableaux. Donc, les tableaux qu'on appelle les matrices, c'est une structure de données qui va de soi avec R, puisque avec tous les calculs mathématiques, etc. Donc, c'est très bien supporté à ce niveau-là. Donc, on peut les enregistrer, les manipuler comme des vecteurs. Je vais vous montrer. Donc, pour créer une matrice, on peut utiliser la fonction matrix. Donc, le premier élément que je vais donner, ça va être mon jeu de données. Mon jeu de données ici, c'est un vecteur qui va de 1 à 4 avec sur 2 rangées et 2 colonnes. Donc, je vais aller créer ma matrice. Et puis, on peut aller voir, utiliser la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure, la classe. Donc, on va aller voir c'est quoi la matrix 1. Donc, c'est bien une matrix, donc un array. Et on peut aller l'afficher. Donc, on voit bien, on a créé une matrice qui a 2 rangées et 2 colonnes. Si je veux avoir plus qu'une dimension, donc ça va être avec le array, la fonction array que je vais utiliser. Puis, dans mon jeu de données, je vais avoir mon vecteur avec les nombres de 1 à 8 et c'est avec le paramètre dim pour dimension que je vais aller spécifier rangée, colonne, dimension, ici.
On va aller voir qu'est-ce que ça va m'afficher. Donc, je vais bien avoir mes 3 dimensions avec 2 colonnes, 2 rangées. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Puis, je peux aussi aller chercher un élément dans un endroit qui m'intéresse. Donc, ici, je vais aller chercher dans ma matrix 2 l'élément qui est à la rangée 2, colonne 2 avec la deuxième dimension. Donc, ici, on va aller chercher le nombre 8 et c'est bien le 8 qu'il y avait dans la deuxième dimension, deuxième rangée, deuxième colonne. OK? Une autre structure de données qui est super importante puis qu'on va utiliser pour voir les graphiques, c'est le data frame. Donc, le data frame, on peut le créer avec différentes fonctions. Donc, il y a le read CVS et le read table quand on va importer nos données. Sinon, on peut créer le data frame avec la fonction data frame. Donc, ici, j'ai créé moi-même le data frame. Donc, ici, j'ai les différentes colonnes qui ont un titre et le jeu de données correspondant. Je peux aller l'imprimer. Donc, ici, j'ai créé mon data frame. Donc, on voit mes 3 colonnes avec mes éléments qu'il y a dans toutes les rangées. Sinon, ici, j'ai une liste de différentes fonctions qui sont utiles pour le data frame. Donc, ça, c'est ça. On a vu ce qui était important là, vraiment pour la base, différentes expressions de lignes de commande, les types de données, puis les structures de données. Donc, voilà à quoi ressemble le R. Donc, la prochaine section, on va aller faire une petite analyse là, de nos données que je vous avais présentées en introduction. Donc, ici, c'est avec la fonction read.cvs que je vais aller importer mes données. Donc, ici, en premier argument, je vais aller lui dire le chemin de mon fichier CVS, mon comma separated value, avec différents paramètres que je vais passer pour aujourd'hui, là. Donc, ici, on va aller chercher, dans le fond, je vais aller chercher mes données, puis je vais les enregistrer dans la variable DAT. Donc, pour utiliser les fonctions que je vous avais parlé, donc on peut aller voir c'est quoi la classe de notre variable pour voir si on a bien travaillé. Donc, ben oui, c'est bien un data frame. Et puis, la fonction structure qui est très intéressante quand on travaille nouvellement avec des données. Donc, la fonction structure qu'on va pouvoir avoir un résumé. Donc, toutes mes différentes colonnes vont être à droite et je vais avoir le type de données comme deuxième élément et une partie des données correspondant à chaque colonne. Donc, c'est vraiment une fonction qui est intéressante. Et on peut aller voir aussi avec la fonction head qui nous permet d'aller chercher les 6 premières rangées. Donc, on peut voir facilement une vue globale de nos données. Donc, c'est une fonction qui est intéressante. Une autre fonction qui est intéressante, c'est summary pour les valeurs numériques. Donc, je vais exécuter. Donc, on peut avoir pour les différentes valeurs numériques, mettons le nombre de chambres qu'il y avait dans les maisons. Donc, on a le minimum, on a le maximum. Fait qu'on peut avoir plein de statistiques facilement avec cette fonction. On peut aussi aller rechercher des éléments. Ça, c'est vraiment une fonction qui est globale, je pense, dans différentes structures de données, là, d'aller chercher des éléments. Donc, ici, on va aller chercher l'élément et c'est toujours rangée colonne, donc rangée 1, colonne 2. On peut aussi aller chercher seulement la colonne numéro 2. Donc, ici, on n'indiquerait rien pour la rangée. Et on indiquerait virgule 2. Donc, ici, on irait chercher la colonne numéro 2 au complet. Donc, ici, c'était les noms des villages. Puis, on peut aller chercher aussi des colonnes comme, par exemple, les colonnes 6 à 9. Donc, ça serait de cette façon qu'on pourrait aller chercher là, certaines colonnes qui nous intéressent. Et puis, j'ai affiché seulement ici les premières 6 rangées. Donc, pour simplifier l'affichage. OK, donc voilà, il existe différentes fonctions pour aller chercher nos données pour le data frame.
Prochaine notebooks, on va voir un peu les graphiques, comment ça fonctionne avec R. Donc, on va travailler aujourd'hui avec un package qui est quand même très, très connu, là. Ça s'appelle ggplot2. Puis, avec ggplot2, on peut avoir accès à différents patrons, là. On va pouvoir faire des graphiques nuages de points, des box plots, on va tout voir ça. Donc, voilà, vu que je suis dans un nouveau notebook, je vais aller chercher mes données à nouveau et on va afficher, on a bien le bon jeu de données. Donc, avec le R, pour aller chercher notre librairie, notre package, il faut aller l'appeler avec la fonction library. Donc, ici, je vais aller charger ggplot2. Puis, je vous invite à utiliser la fonction help. La fonction help est vraiment utile pour aller chercher de l'information. Donc, ici, pour toutes les différentes fonctions là, de R, vous pouvez aller lire avec le help. Donc, plein de choses intéressantes. Donc, ici, je vous avais mis le deuxième lien déjà, juste pour vous présenter là. Vous allez pouvoir trouver facilement, là, on va vous dire comment l'installer. Vous avez accès à des résumés pour les différentes fonctions, comment utiliser ggplot2. Il faut être curieux, puis il faut aller lire, puis faire des petits exercices, là. C'est vraiment une bonne chose là, quand on débute. Donc, pour effectuer notre premier graphique de nuage de points, donc ici, je vais appeler la fonction ggplot. Après ça, on va entrer notre jeu de données, puis on va aller indiquer dans la variable AAS c'est quoi notre X et notre Y. Puis, avec la fonction geomePoint, on va aller chercher notre graphique en nuage de points. Donc, voilà. Donc, nous avons le nombre de personnes dans les maisons avec le nombre d'années qui ont vécu. On peut se demander, mais est-ce qu'il y a des points qui sont superposés? Donc, on a moyen avec R d'aller observer si les points sont superposés. Donc, c'est simplement en ajoutant dans notre fonction geomePoint, il y a le paramètre alpha. Donc, toute cette information-là, vous pouvez trouver ça dans les menus Help puis dans vos recherches que vous pouvez faire sur Internet, là. Donc, ici, on va aller voir en ajoutant le paramètre alpha. Donc là, on vient aller chercher un range au niveau de l'affichage. Donc, plus le point est foncé, plus il y a d'éléments qui est à la même position. Donc, on vient de bonifier notre graphique. On peut bonifier encore. Donc, il y a moyen d'aller distancier un peu les points superposés pour l'affichage. On peut aussi ajouter de la couleur, comme ici, on voudrait que la couleur soit selon les villages. Donc, ici, ça serait différentes options qu'on va ajouter. Pour distancier les points, c'est un autre patron, il s'appelle GeomeJitter. Donc, ici, vous pouvez voir, là, c'est vraiment plus joli. Puis, on peut observer vraiment les points. Là, on voit selon le village. Puis, on voit aussi les points ne sont pas, ils vont être séparés un petit peu, là. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut aussi visualiser différemment les superpositions. Donc, un autre patron qui s'appelle GeomeCount. Donc, ici, j'ai un exemple. Donc, on va pouvoir visualiser les superpositions. Donc, plus qu'il y a d'éléments au même point, plus que le rond va être gros. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, voilà. Sinon, un autre type de graphique que vous connaissez probablement, il y a les box plots. Donc, on peut aussi réaliser des box plots avec ggplot avec la fonction geom boxplot. Donc, ici, on a notre graphique. Ici, on a ajouté, dans le fond, dans X, c'est le type de fabrication pour les murs avec le nombre de chambres. Donc, on peut aller chercher l'information qu'on désire pour nos graphiques. Puis, on peut aussi superposer. On peut superposer différents patrons. Donc, ici, j'ai superposé le box plot, puis j'ai ajouté GeomeJitter.
Donc, on peut voir avec le nuage de points superposé l'étendue un peu des données. Donc, c'est intéressant. On va poursuivre avec les boucles, les conditions et les fonctions. Donc, en R, on peut effectuer les boucles for puis les boucles while. Dans le fond, les boucles, c'est pour nous permettre de répéter un ensemble de commandes. Donc, la syntaxe ressemble à celle-ci. Donc, on va avoir le mot-clé for, puis on va avoir une variable pour aller avec un autre mot-clé in, pour aller boucler dans notre élément ici, dans notre vecteur, par exemple. Puis on va avoir après ça deux accolades, puis ça va être entre les deux éléments qu'on va aller indiquer ce qu'on veut faire. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Donc, on peut faire notre itération, pas simplement sur les vecteurs, mais on peut faire sur un intervalle. On peut utiliser pour des listes, des matrices, la plupart des structures de données. Donc, ici, j'ai un exemple de book for avec un intervalle de 1 à 10. Donc, ici, j'ai mon mot-clé for et entre parenthèses, je vais aller indiquer le nom de ma variable. Ce nom de cette variable, c'est la variable qui va représenter les éléments 1 à 1 dans mon vecteur, dans mon séquence ici de 1 à 10. Et puis, je vais aller imprimer chaque élément un à la fois. Voilà. Donc, une façon facile d'aller chercher chaque élément dans ma séquence. Une autre façon de visualiser la boucle for, ça va être d'aller boucler sur un vecteur avec des séquences de caractères. Donc, ici, on va aller, on crée notre vecteur mot. Donc, avec la fonction combine, si vous vous souvenez. Puis, on va aller avec le mot-clé for, on va aller indiquer la variable m, donc m qui va représenter chaque élément dans mon vecteur mot. Et puis après, je vais aller imprimer. Donc, voilà. Pour la boucle while, on va aller exécuter une série de tâches tant que la condition est vraie. Donc, voici à quoi ressemble la syntaxe pour une boucle while. Donc, je vais avoir le mot-clé while avec ma condition entre parenthèses. Et puis, je vais aller faire mon action. Je vais aller écrire mon action et je vais mettre à jour ma condition. Donc, on va voir un exemple ici. À la variable i, on va donner la valeur 1 qui va être enregistrée dans mon variable i. Puis, je vais faire une boucle while. Donc, j'ajoute mon mot-clé while. Et entre parenthèses, je vais avoir ma condition. Donc, je vais dire tant que ma valeur i est plus petit que 6, après, je vais aller, moi, je veux simplement afficher. Ici, dans notre cas, je vais aller afficher la variable. Et puis, je vais mettre à jour ma condition. Donc, je vais aller additionner 1 à ma variable i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va pouvoir aller imprimer les nombres de 1 à 5 parce que ma condition, c'était que tant que i est plus petit que 6, donc i, au départ, a la valeur de 1. Donc, on va aller imprimer 1. Après, on va ajouter 1 à i, donc i va être égal à 2. 2 est plus petit que 6, oui. Donc, on va continuer comme ça tant que la condition est vraie. Donc, voilà comment fonctionne la structure de la boucle while. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans un autre langage de programmation, mais en R, c'est comme ça qu'on la présente. Pour les conditions, on va utiliser les booléens, donc le true, false, et on va utiliser les conditions, donc plus petit, plus grand, égal, plus grand, excusez, plus petit, égal. Pour la négation, c'est le point d'exclamation égal. Puis, pour signifier égal dans une condition, on met deux égales.
Puis, on va avoir différents mots-clés là, pour évaluer nos conditions avec le if, else, else if. OK? Si je veux voir qu'est-ce que mon booléen true va me donner true. Si avec le booléen false, je vais avoir false, évidemment. Donc, si je sauvegarde ma variable 50, mon nombre 50 dans ma variable chiffre, après ça, je peux utiliser ma variable pour aller avoir une condition. Donc, chiffre plus grand que 100, chiffre plus petit que 100. Donc, je vais avoir une réponse. Donc, ici, c'est faux, après, c'est vrai. Et on peut aller exprimer ainsi nos conditions. Donc, voilà, il y a différents exemples ici. Puis, dans le fond, la syntaxe, pour en venir à la syntaxe, donc, on va utiliser le mot-clé if avec notre condition entre parenthèses. Puis, on va aller réaliser notre action. Si notre condition est vraie, on va aller effectuer ce qui est écrit juste en dessous. Sinon, avec le else, si la condition est fausse, on va aller exécuter ce qui se trouve après le else. Donc, ici, j'ai un exemple. Donc, ici, on va donner le nombre 37 comme valeur à notre variable numéro avec notre condition ici, avec le if numéro plus petit que 100. Donc, si ça, c'est vrai, on va aller imprimer plus grand. Sinon, dans le fond, else, ça veut dire sinon, on va aller écrire plus petit. Et puis là, notre boucle, elle se termine ici. Donc, après, on peut aller imprimer fin. Donc, fin va s'afficher, peu importe si le chiffre est plus grand ou plus petit parce qu'il est à l'extérieur. Donc, ici, si on voit, bon, 37, évidemment, est plus petit que 100. Donc, on a bien affiché plus petit. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les conditions avec R. Il y a plein de possibilités. Sinon, les fonctions, ça, c'est vraiment très, 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 très utile, là. Ça nous permet d'aller enregistrer des scripts, là, des commandes qu'on veut garder enregistrées. En principe, ça doit être une fonction, doit effectuer une tâche qui est simple. Ce n'est pas supposé de faire trop de choses. C'est pas l'utilité. Puis, ils sont traités comme les fonctions internes de R, comme on a vu plusieurs. Donc, comment on va créer notre fonction? Donc, elle va ressembler à ça. Donc, ici, on a le nom de la fonction. Ici, je l'ai appelé fun, fun. Va être égal à function. Là, c'est vraiment le mot-clé pour avoir créé notre fonction. Et entre parenthèses, on va avoir les arguments qu'on peut ajouter à notre fonction. Puis, entre accolades, on va pouvoir indiquer notre action qu'on veut réaliser. Voilà. Donc, ici, j'ai un petit exemple d'une fonction qui va prendre en argument une température en Fahrenheit, puis elle va retourner la conversion en Celsius. Ici, comme vous voyez, là, pour le nom de ma fonction, j'ai vraiment utilisé les mêmes règles pour les noms de variables. Donc, ici, j'ai mon nom de ma fonction égale le mot-clé function. Et entre parenthèses, moi, je veux avoir en entrée une température en Fahrenheit. Donc, je vais l'appeler dans ma variable temp F. Et puis, entre accolades, première ligne, je vais aller indiquer un commentaire pour dire qu'est-ce que ma fonction va faire. Comme ça, je vais pouvoir, moi, m'en souvenir si j'utilise ma fonction dans l'année d'après ou c'est un collègue. Et puis, il va pouvoir facilement savoir qu'est-ce que la fonction fait. Donc, c'est une bonne habitude à prendre. Puis, les commentaires commencent avec le H5. Donc, ici, après, on a la formule. On a la formule de conversion de Fahrenheit à Celsius.
Puis après ça, je vais retourner ma valeur en Celsius. Voici comment on peut réaliser une fonction. Puis donc, je vais activer ma cellule. Donc, si on veut l'appeler, là, ma fonction, elle existe. Elle s'appelle Fahrenheit à Celsius. Mais si je veux l'utiliser, là, je vais aller mettre, par exemple, le point, je veux savoir le point d'ébullition. Donc, la température en Fahrenheit. Ça va me donner le 212 Fahrenheit, ça me donne 100 degrés Celsius. Donc, voici comment qu'on appelle notre fonction. Simplement d'aller écrire le nom de la fonction avec notre argument là, entre parenthèses. OK? Donc, voici un petit résumé là, de ce que différents éléments là, importants en programmation qui sont utilisés, là, les boucles, les conditions, euh, les fonctions, tout ça. Donc, c'est vraiment un petit survol. Vous pouvez avoir une idée de comment ça fonctionne. Comment travailler avec R dans les graphes de calcul? Donc, vraiment, la page à aller voir, c'est la page wiki de R. Je vais vous la présenter un petit peu. C'est vraiment là, un outil indispensable. C'est vraiment très bien fait. Donc, dans le fond, quand vous vous connectez sur peu importe votre graphe préféré, vous pouvez aller charger le module de R. Pour savoir les différents modules de R qui sont disponibles, vous pouvez utiliser la commande Spider, module Spider R. Ça va vous faire une liste de toutes les différentes versions de R parce que ici, on a la version 4.0.2, mais on a des versions plus récentes, là, si je me souviens bien. Donc, pour aller charger les modules, c'est comme ça qu'on fait. Donc, module load avec GCC et R. Puis après, vous pouvez travailler avec R. Donc, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez travailler avec l'interpréteur directement. Vous tapez R majuscule, puis vous allez être dans un environnement là, pour aller vous pratiquer. Comme ici, vous voyez, là, on a mis un petit exemple dans la page wiki, on a créé un vecteur qu'on a sauvegardé dans la variable value. Puis, c'est important de savoir que quand on travaille dans l'interpréteur, c'est des petits calculs là, de 1 à 2 minutes. Si c'est plus long, il faut aller sauvegarder notre script. Comme un exemple ici, on va sauvegarder notre script, puis on va le lancer dans un nœud de calcul. Donc, c'est comme ça, un exemple ici, là, comment lancer un script R dans les nœuds de calcul. Sinon, quand vous êtes connecté puis vous avez chargé l'interpréteur ici, c'est dans les nœuds de connexion, par exemple, qu'on va installer les paquets. Dans le fond, pour installer les paquets, on a un exemple ici. Donc, vous allez charger l'interpréteur, aller chercher l'interpréteur, puis vous allez lancer les commandes là, install package pour installer les différents paquets. Il y a aussi une possibilité de travailler dans Jupyter Hub. L'information est un petit peu plus bas dans la page. Vous allez pouvoir charger les différents modules là, qui sont... Ah, je vais le montrer plutôt dans ma page ici que j'avais. Non, c'est ça. Quand vous êtes dans votre Jupyter, vous pouvez aller charger RStudio Server, différentes versions que vous voulez. Vous pouvez avoir accès puis aller pratiquer avec RStudio. Puis c'est bien de se souvenir que c'est pas pour lancer des longs calculs, c'est vraiment pour travailler, tester des petits trucs. Puis les gros calculs, c'est vraiment sur faut lancer une tâche. Voilà, ça couvre ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer de programmer avec R, de faire des beaux graphiques. Allez lire les pages avec les aides, là, ça va, c'est vraiment utile. Voilà.